Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire en compagnie de l'agence Cross. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte. Alors, je suis responsable marketing chez Retail VR et aujourd'hui, je vais m'occuper de la modération de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions et je les ferai remonter à Erwan et Sébastien. Donc aujourd'hui, l'objectif du webinaire, c'est d'aborder les étapes clés d'une stratégie merchandising et de comprendre comment la 3D arrive en support de cette démarche et permet d'accélérer certaines des étapes de celle-ci. Je suis en compagnie de Sébastien Tourné, PDG de Cross, et Erwan Croton, cofondateur de Retail VR, à qui je vais tout de suite passer la main pour présenter Retail VR. Ok, merci Naomi. Je vais rappeler juste les 3 points qu'on va voir avec Sébastien. Donc ravi d'accueillir Sébastien et d'animer ce webinaire ensemble. Donc l'idée, c'est de vous présenter en 3 étapes, et ça, c'est l'agence Cross qui interviendra sur toute la partie définition enjeux de merchandising stratégique et les enjeux par étape. Et on discutera de comment la 3D peut apporter du coup des solutions pour accélérer à toutes les étapes de ce processus la démarche autour de la stratégie merch. Donc, je m'appelle Erwan Croton, je suis un des cofondateurs de Retail VR. Je travaille depuis plus de 20 ans dans le retail, à la fois côté marque, côté distributeur. J'ai eu l'occasion de travailler dans une société avant Retail VR qui intervenait déjà sur les sujets merchandising en tant que conseil et support à des retailers et des marques. Et aujourd'hui, Retail VR existe maintenant depuis 6 ans et développe une plateforme de 3D merchandising dont l'objectif, c'est de faciliter l'accès à la 3D pour s'en servir sur des usages très opérationnels autour de la construction de produits en 3D avec une technologie qui est brevetée, autour de la création de planogrammes et de magasins virtuels, voilà, sur des sujets de parcours client, de trade marketing ou de merchandising. Sébastien. Eh bien, merci Erwan, bonjour à tous. Merci de nous inviter à partager ce webinaire ensemble. Je m'appelle Sébastien Tourné, je dirige l'agence Cross. Notre métier depuis plus de 30 ans, c'est de faire du conseil en stratégie merchandising, de développer des concepts et des solutions retail design, et d'être aussi un institut de formation sur tous ces métiers, du merchandising et du category management. On a eu la chance de travailler ensemble il y a très longtemps, maintenant avec Erwan, puisque dans des vies passées, on a déjà eu à travailler sur des notions de conseil et d'outils ensemble, alors que la 3D n'existait pas encore. Et on se re-rencontre au fur et à mesure, et je suis ravi de partager ces expertises avec toi. Plaisir partagé. Voilà. Alors, on est un peu loin géographiquement aujourd'hui, mais ça fait plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets. En plus, on a des clients en commun assez fréquemment. Alors moi, je vais vous parler de stratégie. Que le merchandising, il est souvent utilisé de façon très opérationnelle, mais pas assez de façon stratégique. De façon stratégique, ça veut dire savoir pourquoi je vais faire du merchandising, avec quels moyens, avec quels enjeux. Et tout ceci est toujours centré sur une problématique shopper. Le shopper est au centre de tout, c'est notre consommateur en position d'achat. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire du merchandising stratégique, il faut toujours faire un lien entre la situation merchandising, les comportements des shoppers et le potentiel business qu'on peut gagner. On fait toujours tout ça pour du business. Donc, il y a toujours une première étape d'analyse avant toute chose qui va nous faire lier ces 3 éléments, ces 3 cases, qui sont les problématiques merchandising. Qui que vous soyez, un distributeur ou une marque, vous avez une situation qui présente des désavantages merchandising. Ces désavantages vont avoir des conséquences négatives sur les comportements des shoppers. Il faut bien les étudier pour savoir pourquoi ces problématiques ont une importance ou pas. Certaines problématiques, selon votre point de vue, n'ont pas de conséquences. D'autres ont des conséquences très graves sur les comportements et donc sur votre business. Et il va falloir lier ces indicateurs de performance business à des comportements shopper. Si on a réussi à faire tout ça, alors on peut avancer dans notre stratégie merchandising. L'étape suivante, c'est de choisir ma démarche. Parce que, quelle que soit la marque,
quelle que soit l'enseigne, on ne peut pas adresser tout le territoire possible en même temps. Certaines marques ont développé un merchandising de combat, juste développer la visibilité de leurs références, de leurs produits dans leur environnement concurrentiel, faire un peu mieux, sans avoir forcément une démarche très élaborée avec de la négociation. On peut avoir ensuite un merchandising de concept de marque. Je me centre sur mon espace. Ma marque, elle a réussi à négocier, à avoir un espace qui est clos dans un environnement qui est multimarque. Et donc, je vais développer déjà mes solutions merchandising sur mon espace. Mon espace avec de l'offre, avec des outils de communication. Et je ne m'occupe pas forcément de tout mon environnement catégoriel. Enfin, la dernière des démarches, c'est la démarche catégorielle. On va avoir à l'intérieur de plein de circuits de distribution. Et c'est la démarche qui est naturellement réalisée par chaque distributeur, puisqu'il va découper son point de vente en catégories. Donc lui, il s'occupe de chacune de ces catégories, qu'il soit dans un espace, dans un magasin de textile, dans une pharmacie, dans un magasin de bricolage, il découpe tout en catégories. Et les marques qui sont à l'intérieur de ces catégories ont envie de travailler avec lui sur ce territoire de la catégorie, qui est le plus proche possible de la préoccupation du shopper. Donc une démarche catégorielle, pour une marque, eh bien, elle a un enjeu qui est très large. Et évidemment, dans cette première étape, quelle que soit ma cible et mon approche, je vais devoir étudier mes comportements shopper. Et l'étude des comportements shopper, déjà, elle est complexe. Elle est complexe et elle peut demander des typologies de méthodologies d'études assez variées, souvent très qualitatives et complétées par du quantitatif. Alors, avançons un petit peu. Une fois que j'ai cette problématique, que je sais quelle approche je vais faire, il va falloir prendre une décision sur où est-ce que je veux emmener l'ensemble de mon territoire merchandising, vers quel comportement shopper je vais vouloir modifier la situation. Est-ce que je veux que les gens viennent plus souvent, plus en grand nombre, qu'ils achètent plus de produits à chaque visite, qu'ils comprennent plus de choix? Quels sont les objectifs que je vais atteindre? On ne peut pas courir après tous les objectifs et c'est ça le principe d'une vision stratégique. C'est savoir vers où je vais orienter mes comportements shopper. C'est ce qui va définir le brief de l'ensemble des solutions, des démarches, des concepts, merchandising qu'on va concevoir. Ça, c'est fondamental et c'est souvent mal fait. Ensuite, on va développer nos solutions. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le détail opérationnel de la créativité et de la recherche de solutions. Une enseigne va travailler sur son concept global. C'est une évidence, elle travaille sur un concept qui va être design, qui va être merchandising, qui va être du parcours, qui va être de l'agencement et qui va créer des solutions très élaborées, très séduisantes, à plat en 2D, précises, en 3D aussi, parce qu'il faut se projeter. Puis il faut séduire les équipes internes qui vont vouloir la valider, la direction, les équipes opérationnelles. Puis ensuite séduire mes clients, voir si je suis une marque qui veut aller séduire des réseaux d'indépendants, je vais avoir besoin aussi d'outils pour aller séduire tous mes clients distributeurs. Puis ensuite, on va rentrer dans le détail au fur et à mesure quand je travaille sur une catégorie. De la même façon, souvent, je suis obligé de faire un plan de masse, puis un planogramme, puis de mettre tout ceci en 3D, d'ajouter des outils de communication, des signalétiques, des outils de PLV, des outils d'ILV qui vont devoir s'appliquer. Mais tout ça, il faut que je les élabore de façon extrêmement précise et extrêmement visuelle pour pouvoir séduire en interne comme en externe énormément d'interlocuteurs qui vont prendre des décisions budgétaires, des décisions d'optimisation, voire des allers-retours d'adaptation sur mesure. Quand on rentre sur la marque, de la même façon, j'ai une descente de marque, il faut que je sache exactement visualiser mes produits. Vous voyez, ici, on a des perceuses, on a des visseuses, des outils très complexes. Comment est-ce que je peux imaginer leur taille, leur forme, savoir si on va pouvoir les positionner dans mes mobiliers. Donc, il faut me rechercher une représentation visuelle extrêmement précise, non déformée, à la bonne taille de l'offre. Quand on continue jusqu'au bout, dans certains cas, je vais jusqu'à un design particulièrement élaboré et qui non seulement intègre des références qui intègre aussi énormément d'outils de communication, des écrans digitaux, des accessoires, des outils qui vont changer l'expérience shopper. Donc, quand je crée l'intégralité d'un concept,
je fais travailler du merchandising analytique, du merchandising à plat avec les dimensions, et puis des designers qui vont à la fois travailler sur du design graphique et du design mobilier pour que l'ensemble de ces compétences se termine par un concept extrêmement précis, qui ne soit pas virtuel, qui ne tombe pas du ciel et qui puisse fonctionner, et qui soit très opérationnel dans le détail. Et la problématique, c'est qu'une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai un concept qui est très figé. Si j'ai réussi à convaincre mon enseigne de le mettre en place, l'enseigne numéro 2 va peut-être me demander un changement de couleur, un changement de format, un changement de référence, un changement de taille de linéaire. À chaque fois que je vais faire un changement, je vais faire travailler mon designer pendant une journée, pendant 2 journées, jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne solution qui va encore se remodifier énormément de fois. Donc, plus un concept est précis, plus les modifications sont complexes. Et c'est là qu'on a des enjeux techniques que j'aimerais bien résoudre, que j'aimerais bien accélérer, sur lesquels je perds énormément de temps, mes équipes aussi, et parfois mes clients perdent aussi beaucoup de temps et doivent dépenser beaucoup d'argent pour faire et refaire et défaire. Du coup, Erwan, peut-être tu as une idée. Merci Sébastien de tendre une perche là aussi. Qu'on avait vu venir un petit peu. Et un peu, ouais, c'était un peu téléguidé, mais je te remercie quand même. C'était une très bonne introduction et merci pour toutes ces descriptions de comment construire cette stratégie et les différentes étapes. Moi, ce que je vais expliquer un petit peu au travers de cette slide, c'est comment la 3D va aider à supporter justement cette stratégie, cette réflexion sur la stratégie et dans les différentes étapes également et dans les différents choix de solutions qui sont portés. Pour ça, j'ai pris un exemple d'un de nos clients qui travaille avec de la 3D et qui, du coup, est un service concept au sein du groupe Mousquetaires Intermarché, dont l'objectif c'est de développer justement des nouvelles solutions merchandising qui correspondent au concept de l'enseigne. Alors l'enseigne c'est l'enseigne FabMag, enfin c'est le concept FabMag. Et en fait le service doit imaginer des dispositifs et les faire valider à plusieurs niveaux. Donc en fait il y a une réflexion stratégique qui est le concept, puis ensuite il y a le déploiement de cette réflexion dans des outils, dans des solutions qui sont travaillées avec des agences comme la tienne, par exemple. Et l'idée, c'est de pouvoir, à chaque fois, valider ces éléments de concept. Donc, on a plusieurs phases de validation. Une qui se fait, évidemment, au niveau du service concept directement. Donc, et là, la 3D va aider à travailler justement, à visualiser très concrètement ce que va donner les premiers éléments du concept. Donc, ça donne déjà une première idée au moment une phase très, très amont de ce que va être le choix du dispositif, de la solution merchandising. Ensuite, on a une validation qui va se faire également au niveau d'équipes un peu plus élargies en interne, au niveau de la direction, au niveau des permanents chez Intermarché. Et puis ensuite, on a une validation qui va se faire au niveau des adhérents, puisqu'il y a une revente interne de ce concept qui est fait au niveau des adhérents. Et à chacune de ces étapes, en fait, il y a des modifications qui sont potentiellement apportées, des petites adaptations. Et à la fin, l'objectif, c'est de pouvoir visualiser cette solution et la valider. Et en fait, l'idée, c'est qu'en utilisant cette 3D très en amont, on va pouvoir finalement accélérer ces processus, là où parfois on va avoir beaucoup d'échanges, notamment, là, je prenais l'exemple d'Intermarché qui se réunissent par tiers-temps toutes les semaines pour valider ces éléments de concept. Là, l'idée, c'est qu'en réunion, directement, ils puissent prendre des décisions, modifier, valider et s'apercevoir directement de ce que va donner la nouvelle solution. Donc là, on vient apporter finalement avec la 3D de l'agilité, puisque tout se fait quasiment en live, de l'accessibilité, puisqu'on n'est pas forcément toujours obligé d'aller le faire dans un magasin physique, mais même si évidemment le juge de paix, c'est toujours le magasin physique, c'est toujours le commerce, mais ça permet quand même de s'apercevoir très en amont de solutions et pas forcément de les tester, d'attendre de les tester systématiquement dans le monde réel. Et puis pour tout ça, la 3D apporte du réalisme et évidemment tout ça, l'objectif c'est d'accélérer les déploiements. Un autre exemple de ce que va apporter la 3D dans toutes ces démarches, c'est aussi le fait qu'en étant nativement en 3D comme sur une plateforme comme la nôtre, on va dès le départ pouvoir modéliser le dispositif, la solution merchandising et s'apercevoir grâce à des technologies comme la réalité augmentée, directement en mettant en situation le meuble, ça va permettre à des équipes qui n'ont pas l'occasion de voir ce meuble avant qu'il soit produit à la fin, mais de le voir en situation en taille réelle et de tester, soit dans un bureau comme c'est le cas ici, mais plus souvent dans un magasin, pour voir ce que va rendre réellement le dispositif. Donc ça permet très en amont de pouvoir imaginer le dispositif
sans avoir attendu. Et puis, il y a aussi des éléments techniques qui sont identifiés dans ces phases-là et qui parfois, sur lesquels on attend trop longtemps avant de les voir réellement. Et puis là, on va illustrer également le fait que la 3D permet, nous, dans notre plateforme, de mettre à disposition des environnements de points de vente virtuels dans lesquels on va pouvoir aussi travailler cette création dans le contexte du magasin, travailler du coup la vision du client, le parcours client, tester différentes possibilités. Et tout ça, ça concourt vraiment à aider à une prise de décision rapide et sans passer par des étapes trop longues, en accélérant toutes ces étapes. J'ai une question, Erwan. Du coup, ça veut dire que dans le cas de mon meuble Logitech, on aurait pu l'intégrer dans la réalité virtuelle d'un distributeur comme la Fnac ou comme Boulanger, en le positionnant à la place de la situation actuelle. Mais comment est-ce qu'on reproduit la situation actuelle? Est-ce qu'il y a un gros travail à mener pour faire la situation réelle dans laquelle je veux me projeter? Alors, c'est un gros travail à la base qu'on rend simple, nous, dans la plateforme, puisqu'en fait, on a recréé des magasins virtuels donc de différentes enseignes de la distribution dans lesquels nos clients peuvent tester des dispositifs. Ça veut dire que le meuble que tu as développé, typiquement, tu pourrais en créer plusieurs options et tester ces différentes options dans l'environnement directement du client qu'on met à disposition. Alors, tu parlais de la Fnac. Aujourd'hui, on n'a pas forcément de Fnac directement clé en main, et on va travailler avec des enseignes comme Intermarché, comme Carrefour, comme Leclerc, etc., qui sont disponibles dans notre plateforme et qui, du coup, peuvent être en effet utilisés pour tester. Et là, c'est très simple. En fait, on vient supprimer l'élément qui est en place, on vient le remplacer par de nouveaux dispositifs. Et puis, on peut aussi y ajouter tous les éléments du parcours client, les points de contact. Ça peut être de l'allée centrale, les pénétrantes, de la TG, de l'habillage rayon, etc. Tout peut être testé dans ces environnements virtuels. D'accord. Donc, en fait, tous les environnements que vous avez déjà créés, du type supermarché, hypermarché ou pharmacie ou peut-être autre, donc on va directement pouvoir le tester. Puis lorsqu'on aborde un nouveau circuit de distribution, c'est le premier de série les testeurs qui nous oblige de recréer l'environnement, c'est ça? Exactement. Mais on est capable de les faire assez simplement en faisant quelques photos, tu vois, du magasin. Donc, si on est chez Fnac, recréer un environnement Fnac sur une catégorie en particulier. C'est des choses qu'on sait assez bien faire parce qu'on a acquis justement cette expertise de pouvoir très rapidement aller dans un magasin, faire des photos d'environnement et recréer ce magasin virtuel pour qu'il puisse ensuite être utilisé par nos clients. C'est intéressant et ça permet juste de se dire qu'il faut anticiper un peu. Là, par exemple, je pense aux fêtes de Noël en grande distribution. Il y a des zones qui sont très embouteillées. Si on veut préparer les concepts de l'année prochaine, il faut prendre plein de photos maintenant des situations pour pouvoir ensuite les modéliser, pour les préparer sur le début d'année, pour anticiper la revente de Noël suivant. Ouais, c'est une très bonne idée. Oui, mais c'est des sujets qu'on adresse. On l'a fait sur le foie gras, on est en train de le faire sur les chocolats de Noël, on le prépare sur des jouets. Et forcément, pour préparer le concept, il faut préparer les situations réelles que vous allez ensuite pouvoir reproduire en virtuel, mais on aura la même chose avec la densité de produits complexes, éphémères. C'est ça. Ouais. Pour se projeter et se dire, est-ce que mon dispositif de ma marque de chocolat, elle va émerger l'année prochaine dans tout cet environnement très complexe? Parce que si je le teste sans environnement, finalement, je ne peux pas m'en rendre compte. Exactement. Et on va tenir compte de contraintes du monde réel, puisque tu vois, tu parlais d'allées centrales qui sont parfois un peu embouteillées. L'idée aussi, c'est de tenir compte, par exemple, d'éléments de sécurité que tu dois avoir, que tu dois respecter obligatoirement dans le magasin. Donc, tu vas en effet pouvoir travailler sur quelque chose de très, très concret, même si pour le moment, on reste sur des magasins qui sont plutôt génériques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir tester les implantations dans différentes tailles de magasins, un super, un hyper, un grand hyper, etc. Mais tout ça, c'est en effet faisable en virtuel. Et du coup, en fait, excuse-moi, je digresse, mais pour la saisonnalité, c'est une opportunité formidable. Même pour l'été prochain, si je veux tester un dispositif de glace ou de boisson fraîche et je veux le tester en hiver pour préparer l'été, si j'ai ma banque de photos de l'été précédente, je peux recréer l'environnement réel et le préparer pour le revendre. Alors que si je dois attendre un été de plus pour le tester en réel avant de le déployer l'année d'après, je repère un an.
Oui, c'est ça. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. C'est l'anticipation qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut en effet intégrer ces outils, y aller par étapes. Et puis en effet, plus on avance dessus, plus on a des réflexes comme ceux dont tu parles, c'est de pouvoir, très en amont, pouvoir intégrer un environnement qui est plus forcément d'actualité dans les magasins actuellement, mais qui vont servir pour les futures opérations. Tu as également la possibilité, tu vois, d'utiliser, là j'ai un petit QR code qui apparaît à l'écran, c'est tous les dispositifs qui sont en 3D peuvent être aussi testés en réalité augmentée, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, faire un agencement d'une entrée de magasin en positionnant des meubles qui vont arriver en taille réelle et visualiser aussi ce que ça va donner. Donc tu vois, avec toujours cette notion de quelle va être quelle va être l'image, quelle va être l'exécution en fait de ce point de vente à un instant T. Donc là, tu parlais des fêtes, mais ça peut être pour n'importe quel temps fort. Ouais. Un point, je passe, Sébastien, sur aussi un point important qui me paraît important, c'est tout à l'heure tu disais, tous les éléments, toutes les solutions merchandising sont conçues par rapport à des objectifs business. Et évidemment, on ne part pas dans un développement comme ça sans se dire derrière qu'il y a des objectifs business. Et en fait, ces objectifs business doivent être mesurés, notamment grâce à des indicateurs plutôt quali, mais également quanti, comme de la data. Et l'idée de cette plateforme, c'est aussi de boucler une boucle un peu... de boucler ce processus en ayant la capacité tout le temps de revoir la proposition qui est faite de la solution merchandising et en l'adaptant aussi en fonction des données, aussi en fonction des ventes, des objectifs dont tu parlais, des objectifs business. Et d'où l'intérêt aussi de pouvoir intégrer cette donnée dans une plateforme comme la nôtre qui permet évidemment de modéliser au départ de la 3D, de jouer plutôt sur les aspects visuels, mais c'est aussi un outil de prise de décision, d'adaptation et d'exécution du merchandising dans le point de vente. Donc, il est aussi important d'intégrer dans cette démarche cette donnée pour avoir cette boucle itérative vertueuse qui permet sans arrêt de faire vivre en fait ce concept dans le temps en intégrant de la donnée dans ces éléments. Alors, une étape suivante, et on a commencé à parler, quand on a élaboré un concept, il faut le tester. Et le tester, il y a plein de solutions et de méthodologies pour le tester, parce qu'on veut voir d'abord sa pertinence auprès des cibles shoppers, puis ensuite sa pertinence économique. Donc ça veut dire que la méthodologie traditionnelle, c'est de prendre des magasins pilotes, d'installer le concept dans un ou plusieurs magasins pilotes, de mener des études shoppers qualitatives et quantitatives, de suivre les résultats business pour voir si ça performe. Et puis, au bout de 2, 3, 4 mois, on a des informations robustes qui vont nous permettre de savoir si nous pouvons déployer notre concept. Mais c'est coûteux, ça prend du temps, il faut trouver des magasins qui acceptent de le faire, d'être comparés dans des bonnes conditions au reste du monde ou à des magasins miroirs. Donc cette logistique est souvent très très complexe. On a énormément de clients qui ont du mal à tester les concepts. Du coup, votre solution, elle apporte. Oui, merci Sébastien. En effet, là aussi, la 3D peut apporter des solutions sur cette partie études, à la fois sur l'étude quali et quanti, ça peut être aussi sur des interviews, ça peut être sur des études menées en ligne. L'idée, en fait, c'est quand on commence à travailler à investir sur la 3D, on a énormément d'usages qui apparaissent et les études font partie des usages un peu nouveaux qui vont être utilisés par nos clients pour lancer des études en ligne. Et alors, pour être transparent, il y a eu une forte tendance pendant la période Covid de dire mais comment on fait pour interroger nos clients sans pouvoir aller dans les magasins, sans pouvoir les rencontrer, etc. Donc, c'est de là qu'on a commencé à travailler sur cette plateforme qui est connectée à des solutions d'études de type Kantar ou autres en ligne et qui va permettre en fait de lancer une étude en ligne ou en présentiel tout en étant connecté au magasin virtuel et ça permet d'inviter le panel de consommateurs dans cet environnement virtuel dans lequel il va pouvoir interagir, on voit l'écran, ajouter des produits. Donc on apporte en fait une expérience immersive, on permet d'être assez large puisqu'en fait on n'a pas forcément de contraintes géographiques, on va pouvoir interroger une population très large et l'idée c'est de venir réduire un peu les coûts de ces études puisqu'en fait en ayant capitalisé dès le départ sur la partie merchandising sur la 3D, eh ben, les études sont dans la
continuité et l'investissement de départ qui est d'avoir l'environnement des magasins, les produits entrelés, etc., on vient finalement trouver un usage qui vient encore réduire ce coût de la 3D. Ce coût et ce temps, et ce coût humain, logistique, d'installation, de négociation, d'organisation, qui prend des semaines, des jours entiers à toute une chaîne humaine sur le terrain. Oui, tout à fait. En fait, habituellement, les études qui sont faites en présentiel sont faites soit dans des magasins en réel, soit c'est des magasins reconstitués. Ça peut être aussi des badges qui sont imprimés sur lesquels on vient interroger des consommateurs. Et tout ça, en fait, ça nécessite, tu le disais, une certaine logistique, une organisation, une anticipation très forte. Et puis, peut-être parfois de se limiter en termes de voies étudiées, parce que c'est toujours plus compliqué d'aller des produits en magasin, de réimprimer des badges que de le faire sur un ordinateur. Alors, bien sûr, il y a des biais. Les sociétés qui travaillent sur ces études en utilisant notre plateforme le savent bien et savent aussi calculer les biais et les corriger pour avoir des résultats qui soient exploitables derrière pour les sociétés pour lesquelles elles travaillent. Oui. La perfection n'est pas possible à 100%, mais quand on se rapproche et qu'on maîtrise la correction des imperfections, on peut s'approcher de quelque chose. Puis surtout, ça permet de garder un concept secret de la concurrence. On n'est pas obligé de le tester dans des magasins qui vont être immédiatement scrutés et perçus par les forces de vente ou marketing de nos concurrents. C'est vrai, c'est un élément dont nous avons une question d'ailleurs sur le sujet. Alors, je ne vois pas la question. Tu la vois pas? Comment le modèle 3D simule-t-il les conditions de trafic social d'une étude shopper en conditions réelles? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Comment simule-t-il les conditions de trafic social d'une étude? Alors en fait, on parlait de biais justement, et c'est une discussion qu'on a avec Sébastien. Le fait de ne pas être dans un magasin réel avec tout ce qui peut se passer dans un magasin réel, le fait d'avoir du monde autour, le fait d'être gêné parfois pour prendre un produit, pour se promener avec un caddie. Donc dans la 3D, on va pas forcément avoir on va pas pour le moment savoir forcément reproduire ce type d'influence que pourrait avoir justement, qui pourrait exister sur l'achat. Mais encore une fois, les sociétés qui utilisent ces technologies savent corriger les biais qui sont apportés. Ça, c'est toute expertise d'agences et de qualité d'études qui utilisent notre plateforme. Nous, on apporte vraiment plutôt la technologie. En tous les cas, on ne sait pas aujourd'hui, nous, forcément, encore simuler, ça arrivera peut-être un jour, mais simuler le flux et tous les éléments du magasin. Oui, je compléterai qu'en effet, c'est plutôt c'est pas le modèle 3D qui simule les biais, c'est l'analyste qui réintroduit de la correction de biais et qui va être en capacité de dire là, cette appréciation positive, si on était dans des conditions réelles, elle serait quelques degrés moins positive parce qu'il y aurait plus de bruit, il y aurait un environnement un peu pressé et ça serait moins idéal. Ou j'aurais peut-être des ruptures. Vu mon taux de rupture moyen, voilà, peut-être que on apprécierait un peu moins la situation et on pourrait la corriger autrement. Mais c'est anticipé en général. Ouais. Merci Thibaut pour cette question. Merci. Ouais. Vous avez d'ailleurs d'autres questions au fur et à mesure. Cher visiteur. N'hésitez pas parce que le chat fonctionne, donc vous pouvez nous envoyer au fur et à mesure des petits mots et on se fera un plaisir d'y répondre. La partie est assez fondamentale. C'est-à-dire que lorsque je fais un concept, je sais ensuite que je vais devoir la revendre et le déployer. Et le merchandising, mais il est de plus en plus fondamental, à la fois en une adaptation locale de la situation, parce qu'on n'a pas les mêmes performances produits, les mêmes tailles de magasins, les mêmes configurations de flux, et aussi, on n'a pas les mêmes interlocuteurs, qui chacun d'eux voudront peut-être être reconvaincus. Les enseignes de la distribution alimentaire française intégrée ont un petit peu de peine ces derniers temps, et les indépendants vont plutôt bien. Donc on se rend bien compte que le déploiement auprès des réseaux d'indépendants, il est fondamental. Et il va l'être de plus en plus, et dans le bricolage, en pharmacie,
dans des tas de systèmes de distribution, on va avoir beaucoup d'indépendants qui ont des problématiques locales. Donc, le concept, il va devoir être revendu à chaque indépendant avec puissance, avec séduction, et il va être adapté, réadapté à la marge au moins, localement. Et ça, chacun d'entre eux, il va vouloir sa solution sur mesure. Mais pour moi, c'est un point important. Là encore, c'est un sujet qu'on va pouvoir adresser peut-être plus facilement en utilisant de la 3D. Alors, parce que l'objectif d'un concept, c'est évidemment qu'il soit exécuté et mieux exécuté sur le terrain. Par contre, ce que tu disais, Sébastien, c'est qu'à chaque fois, il y a des particularités locales qui nécessitent une adaptation. Nous, on a eu la chance de travailler avec Total Energy, qui est vraiment sur ce sujet-là. C'est en gros, j'ai plus de 6000 points de vente dans le monde qui doivent mettre en place un concept de boutique de station-service qui doit être le même dans tous les pays. Mais ce qui va varier, par contre, c'est l'assortiment. Donc l'assortiment, il est référencé par chaque pays, localement. Et pour autant, quand on rentre dans une station Total Energy en France, en Europe ou à l'étranger, on va toujours reconnaître le concept en fait mobilier de la boutique. Donc là, l'idée de la 3D, et ça c'est possible parce qu'on a une chaîne de valeur qui va permettre de modéliser le produit, le rayon, le meuble et le magasin. Et grâce à ça, en fait, et parce qu'on est 3D, on va pouvoir intégrer des éléments de mobilier qui sont conçus par des agences de retail design dans des outils 3D directement. Donc là, nos clients peuvent directement intégrer leur mobilier type meuble de caisse, type gondole, etc., qui correspondent à leur concept directement dans la plateforme. Ça, c'est centralisé. Donc tous ces éléments sont centralisés, sont rendus marchandisables directement par le client. Quand je dis c'est rendu marchandisable, c'est-à-dire qu'un meuble 3D à la base, c'est pas un meuble sur lequel on va pouvoir poser des produits, poser des broches, etc. Donc, c'est un travail qui doit être fait par l'agence de design ou le designer, ou est-ce que c'est vous qui le retranscrivez en modèle marchandisable? Là, c'est directement dans la plateforme. En fait, on a un cahier des charges sur la 3D. Donc, quand la 3D est importée, on va pouvoir définir des zones de pose en fait sur les mobiliers. Donc, là, comme sur une étagère comme celle qu'on voit à l'écran, on va pouvoir dire la zone de pose, elle est au-dessus. Et donc, à partir du moment où je viens poser un produit comme je le fais là, il va se comporter comme une étagère classique d'un outil merge, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être rempli avec des règles de remplissage, de caler à gauche, caler à droite, réparti, etc. Donc là, on arrive en fait à intégrer un mobilier qui, au départ, est un mobilier 3D conçu par une agence de retail design, l'intégrer dans la plateforme pour ensuite être distribué auprès de toutes les filiales qui vont pouvoir utiliser ce mobilier pour le remplir avec un assortiment qui, à chaque fois, va être différent. Il faut qu'on vous transmette la bibliothèque des mobiliers bien designée dans le bon format, et puis vous la réintégrez dans votre machine. Okay. Exactement, c'est ça. Et en fait, du coup, ce qui est important, c'est qu'en faisant ça, on tient compte de toutes les caractéristiques, les contraintes d'un mobilier. On n'est pas sur uniquement de la gondole à 1,33 m grande distribution qu'on connaît par cœur et qu'on sait évidemment modéliser facilement. On est sur des mobiliers type frigo, comme on voit à l'écran, avec des contraintes de visibilité, de portes, de portants, etc. Et tout ça, c'est pris en compte dans la solution. Ou des contraintes de vitrine, ça me rappelle un sujet qu'on a traité ensemble il y a quelques temps, mais ouais, tout à fait. Des vitrines assez variées. Ouais. Exactement. Et en effet, et ça, c'est ce que je voulais montrer juste après, alors je peux peut-être pas le faire sur... Mais en fait, on va aussi également traiter la partie magasin, et tu parlais de vitrine, mais les points de vente en local vont pouvoir, grâce à cette chaîne qui va jusqu'au magasin, simuler le point de vente et donc préparer des ouvertures de magasins en partant du plan architecte de la boutique, en faisant l'élévation des murs et en venant positionner l'ensemble des éléments du concept. Donc ça va être les décorations, ça va être les caisses, ça va être les éléments de signalétique et ça va être évidemment les planogrammes qui contiennent les assortiments. Donc finalement, on crée une sorte de jumeau numérique de la boutique qui va servir aux équipes locales pour accélérer l'ouverture et le déploiement de nouvelles boutiques, tout en étant certain de respecter exactement le concept qui est proposé par le central, par le siège. Enfin, je voulais juste vous montrer, mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Voilà, ici c'est peut-être après. Non. La partie magasin.
Sébastien, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, oui, je t'entends très bien. Ah, ok, pardon. Là, l'idée, c'était vraiment de présenter. Alors, je n'irai pas jusqu'au magasin parce que la vidéo est un peu longue et je n'arrive pas à l'avancer, mais c'était d'expliquer juste qu'en effet, le fait d'aller du produit au magasin permettait de traiter à la fois le sujet de l'assortiment, du pack, de l'assortiment, du planogramme, de la construction du plan, ce qu'on a vu tout à l'heure, et tout en respectant. Enfin, tout en étant en support justement du développement des différentes solutions qui sont étudiées très en amont par des agences ou par le concept, et puis jusqu'au magasin où on va permettre de déployer des concepts de... Oui, parce que Total Energy, le concept, il est piloté par une maison mère très intégrée au départ, mais finalement, les filiales locales peuvent être aussi des réseaux d'indépendants, systèmes de franchise, sur lequel il peut y avoir de l'assortiment local, il peut y avoir des adaptations régionales, parce qu'on parle d'un réseau mondial, pas d'un réseau uniquement français, hein, c'est ça? Oui, exactement, tu as raison. C'est, en fait, tu parlais d'intégrer, de franchiser. Là, on est sur un modèle, en effet, où c'est très centralisé, mais tu peux avoir aussi des indépendants qui adhèrent à ce concept et qui viennent le déployer. Donc, avec des variations, évidemment, au niveau de l'assortiment, mais également au niveau parfois des mobiliers. Et dans ce cas-là, même s'ils ont un concept qui est centralisé, ils sont aussi capables, derrière, d'avoir une adaptation de leur mobilier parce que peut-être qu'ils ne vont pas acheter tout à fait les mêmes gondoles, les mêmes étagères ou les mêmes meubles en bois, ils ne vont pas les faire dans les mêmes usines. Donc, on a quelques variations comme ça qui peuvent être intégrées directement dans la plateforme. Et pour les réseaux qui sont très intégrés, là, pour le coup, l'idée, c'est que ce concept soit le plus proche possible de ce qui a été imaginé par le central. Mais on est vraiment dans une logique où on va pouvoir traiter les deux en étant, en fait, avec un curseur de souplesse qui va être défini par le siège pour les magasins locaux. Ça peut être le siège régional ou local qui a la main sur l'outil, ou ça peut être jusqu'au magasin par magasin, il peut avoir la main sur son outil, ou bien un siège national qui dit vous avez la main que sur certaines petites choses et le reste c'est moi qui le fais. Et je me souviens d'un réseau de distribution intégrée de téléphonie mobile il y a quelques années qui avait au siège l'intégralité des plans de tous les magasins, de tous les mobiliers, et qui envoyait le nouveau visuel peut-être, je ne sais pas s'ils allaient jusqu'à la 3D, à tous les magasins en leur disant cette semaine, voici vos nouveaux plans, là où vous mettez la nouvelle PLV, le nouveau produit, mètre par mètre, le nouveau présentoir éventuellement qui vient de vous arriver, voilà où vous devez le mettre. Ils n'avaient plus qu'à exécuter, mais ils savaient exactement dans leur magasin les conditions précises. C'était dans un réseau très, très intégré et très centralisé, avec une volonté de piloter très fortement le parc de magasins. Oui, jusqu'au détail. Et dans d'autres, on peut avoir beaucoup plus de souplesse. Mais des carrefours franchisés, des express ou des contacts pourraient avoir cette problématique de vouloir à tout prix maîtriser l'application du concept partout, mais en laissant une petite souplesse locale, une adaptation régionale sur certaines choses. Les réseaux de pharmacie vont avoir cette problématique. Enfin, on peut avoir énormément de typologies de réseaux qui peuvent s'adapter à cette situation. Oui, tu as raison. Sur la pharmacie, on a, nous, un client qui a 22... alors, du coup, c'est une marque qui est dans le monde de la pharma, qui présente dans 22 pays. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est un peu même solution que chez Total, c'est de pouvoir centraliser le merchandising, les guidelines, et de permettre, en fait, ensuite, au local, d'accéder au contenu et de l'adapter localement. Donc, on a toujours cette notion, tu vois, de souplesse, d'idée de se dire, OK, il y a une idée, et en fait, on doit essayer quand même de rentrer dans un concept le plus possible, et pour autant, il y a des contraintes qui sont proposées, qui sont présentées par les locales, et qu'on doit aussi pouvoir respecter. Ok. Je vois que le temps passe. Naomi nous a envoyé un petit mot dans ce domaine. Peut-être on peut laisser la place aux questions ou aux échanges si jamais certains de nos spectateurs veulent nous solliciter sur des choses. Est-ce qu'on a accès au questionnement? Il y a des questions qui peuvent apparaître quelque part. Non, pas de Naomi, si tu as accès au chat ou aux questions plus que nous. Dès qu'il y a une question, je la mets en avant sur l'écran. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Bon.
va s'approcher doucement de la fin de notre timing. Comment on peut améliorer les choses du coup et l'appliquer? Parce que tu avais un slide juste après de cette collaboration, parce que finalement au départ, moi qui ne suis pas un technophile du tout, et on en a parlé des dizaines de fois depuis qu'on se connaît, en général je ne comprends pas à quoi servent les outils. Et là je commence à comprendre qu'on peut gagner du temps. Et en fait, une des problématiques principales de nos métiers, c'est comment travailler plus vite, moins cher, et avec une démultiplication des concepts plus rapide. Oui. C'est un sujet. Alors c'est un sujet, nous, enfin, si je te parle de la réflexion qu'on peut avoir nous autour d'un outil comme celui qu'on propose, l'enjeu c'est de le rendre le plus accessible et le plus simple possible. Alors, parce que quand on parlait de 3D il y a quelques années, il y a toujours eu un frein assez fort qui est le fait de produire de la 3D. C'est une expertise qu'on n'a pas forcément dans les entreprises. Enfin, c'est pas toujours évident. Enfin, dans les agences, vous les avez parfois, mais après, repris en entreprise, c'est parfois pas simple. Il y a un coût aussi de modélisation des produits, on le sait, ça prend du temps. Donc forcément, d'ailleurs, la conséquence, c'est que ça peut avoir un coût. Et il faut que les outils soient simples. On n'est pas sur des outils d'experts, on n'est pas... on reste sur des métiers liés au commerce, au marketing, au merch. Donc, il faut qu'on soit sur des outils le plus simples possible. Donc, on a toujours essayé de réfléchir comme ça. Et le point d'entrée pour nous, c'était d'avoir une solution simple à utiliser, qui permette à n'importe qui de modéliser sans expertise 3D des produits, de travailler avec des partenaires comme toi, comme des agences d'études, etc., de collaborer ensemble grâce à cette 3D. Voilà, donc c'est vraiment pour nous une des clés. Et pour autant, il ne faut pas être dans des solutions simplistes non plus. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple, mais aussi apporter de la valeur ajoutée. Et tout ça, on essaye aussi de l'apporter au travers de toute la partie data, intelligence qu'on peut intégrer dans cette plateforme. Mais là, on est un peu moins dans le sujet de la 3D, un peu plus dans le sujet d'optimisation, d'analyse qu'on peut également proposer dans notre plateforme. Oui, ça peut se lier à un CRM complet. Et je suis sûr que c'est pas beaucoup plus cher que de la 2D ou que des systèmes traditionnels. Ah non, non, on est au même niveau sur les tarifs, puisqu'en fait, comme on est nativement 3D, on n'a pas d'effort supplémentaire pour faire de la 3D. C'est pour nous intégré dans la solution, on n'a pas de coût supplémentaire. Et ça vaut le coup de le dire parce qu'en fait, c'est une peur que moi j'aurais naturellement de me dire aller chercher un outil qui me donne une valeur ajoutée largement supérieure, ça doit forcément être plus cher. Et ben non, en fait. Non, mais tu as raison de le préciser parce que pour en discuter, ça fait quelques années qu'on travaille sur le sujet. La 3D souvent est perçue comme étant chère et puis aussi compliquée parce que, en fait, on se dit souvent, mais la 3D, qu'est-ce que ça va. Enfin, ça m'apporte plus de complexité qu'autre chose. Et en fait, la 3D, on essaie de la rendre simple, elle est simple à utiliser. C'est bien l'interface en fait, qui réfléchit chez nous par des experts. Et en fait, c'est un des premiers retours qu'on a de la part de nos clients, c'est la simplicité d'utilisation de notre plateforme et qui permet en plus d'avoir ce rendu super réaliste et très, très, très vendeur, très engageant. Top. Moi, je pense qu'en effet, de toute façon, il y aura de moins en moins de standardisation des concepts. C'est-à-dire que tout le monde veut un concept qui respecte la marque de façon standardisée partout dans son design, mais qui a une capacité d'adaptation en local sur la commercialité qui est extrêmement souple et qui doit s'adapter de plus en plus. Donc forcément, il va falloir avoir une capacité à garder un design figé, en tout cas avec des codes qui ne peuvent pas s'éloigner. Si je m'appelle la marque A, je ne veux pas que mon meuble il soit changé localement au niveau couleur, au niveau esthétisme, mais je ne veux pas que mes codes d'architecture changent. Par contre, je veux que l'offre soit en capacité de changer à tout moment parce que les saisons changent, les performances changent, l'environnement concurrentiel change et il faut aller beaucoup plus vite. Oui, et les concepts ont tendance à être de plus en plus réfléchis pour être évolutifs. Donc, ce qu'on peut voir chez nos clients, c'est que là où tu avais parfois chez
Enfin, chez des retailers, des concepts qui duraient un paquet d'années. Là, on est sur des concepts qui sont pas amenés à changer radicalement, mais surtout à évoluer dans le temps. Et pour faire évoluer, il faut avoir des outils qui permettent aussi de faire vivre ces concepts, de pouvoir, de façon souple, agile, le modifier, l'adapter pour qu'il corresponde aux nouveaux besoins, à la nouvelle demande. Et au changement d'offre, même de structure. Ouais. Parfait. On est pas mal dans notre timing. Et si vous avez une petite question à nous poser, il nous reste 2 minutes. Je vérifie aussi. Non, j'ai l'impression qu'on n'a pas de réaction. Pas de réaction. Soit on a endormi tout le monde, soit on est trop clair, soit tout le monde a faim. C'est ça. Ça, c'est l'inconvénient de... Si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous envoyer un petit pouce, un petit cœur, un petit quelque chose pour nous dire que vous êtes là, ça nous fera plaisir. Sympa. Bon, merci. Merci Sébastien, c'est super sympa de partager ce webinaire avec toi. Et puis à très vite de toute façon. Avec plaisir. Merci Erwan et puis merci Naomi pour l'organisation et toute l'équipe derrière. Et puis à tous les spectateurs. Bonne fête de fin d'année aussi. Merci, à bientôt, au revoir.